Merci de m'avoir invité merci à tous d'être là. Alors, je vais commencer par une histoire parce qu'avec les morts, c'est toujours des histoires qu'on raconte. Enfin, je dirais même plus, les morts font de nous des fabricateurs de récits. Alors, cette histoire que je raconte souvent, mais je pense que c'est une bonne façon d'ouvrir la question, c'est que c'est une histoire qui dit une histoire qui est arrivée. Hein, c'est une dame qui habitait le village de Mansfield en Angleterre, avait promis à une de ses amies, alors que celle-ci était très malade, que lorsqu'elle mourrait, elle lui avait donc promis de mettre dans son cercueil, à sa demande, les lettres que lui avait écrites son fils, autrefois le fils défunt. Et puis l'amie vient à mourir, et dans le désarroi du chagrin, celle qui avait promis, son amie donc, oublie de mettre les lettres dans le cercueil. Et elle reste complètement désemparée. Jusqu'à ce que peu après, le facteur du même village décède. Et elle est donc allée voir la famille du facteur et lui a demandé la permission de déposer les lettres dans le cercueil de ce dernier. Elle savait qu'elle pouvait avoir confiance dans le fait qu'il serait aussi diligent comme facteur dans l'autre monde que ce qu'il l'avait été dans celui-ci. Alors, cette histoire est extraite d'un journal, le Morning Herald, anglais du 14 février 1829. Et en fait, sur la même page, le même journal, même page, le même jour, on pouvait trouver également l'annonce d'une conférence sur la matérialité de l'esprit. Bruno Latour, le philosophe, dit que quand on pose et qu'on répond à la question de savoir combien d'existants peuplent notre monde, combien d'êtres existent dans notre monde, quels sont les types d'êtres qui existent dans notre monde et quelles sont les relations qu'ils entretiennent entre eux, on fait de la métaphysique. Quoique, dit-il aussi, c'est l'anthropologie qui a pris en charge et qui a pris le relais de ces questions, c'est plutôt vers eux qu'on se tourne aujourd'hui quand on veut comparer des métaphysiques différentes qui donnent souvent toutes des réponses distinctes à la question donc du nombre et de la qualité des relations entre les existants. Alors, quels existants sont choisis dans un collectif donné et quelles formes d'existence ont été préférées? Eh bien, on ne peut s'empêcher de s'étonner à la lecture des deux articles, la Dame de Mansfield et l'annonce de la conférence à propos de la matérialité de l'esprit, de voir que la réponse à ces questions, dans une même culture, à un même moment, sont particulièrement divergentes. À la même date, sur la même page du même journal, on se retrouve donc affublé de deux métaphysiques. Une métaphysique qu'on pourra taxer d'irrationnelle et une autre qui pourrait être considérée comme exemplaire de la rationalité. Avec la première d'un côté, donc on a un monde qui se peuple de morts pas tranquilles, soit qu'ils réclament, silencieusement certes, mais de manière bien efficace, soit qu'ils se trouvent embarqués, comme se dit Facteur, dans des carrières post-mortem, beau lapsus, post-moderne et post-mortem, des morts donc, qui continuent à entretenir des relations de demande, d'aide avec les vivants. Et de l'autre, on a la matière. Un seul existant, de la matière, et encore de la matière, et toujours de la matière, all the way down, ou plutôt peut-être, je devrais dire all the way up. Alors, ce que je voudrais explorer avec vous ce soir, et pour le mettre en question, c'est ce contraste entre rationnel et irrationnel, qui me semble bien trop rapide et bien trop dichotomique. Les choses, je crois, ne sont pas aussi simples, ni d'ailleurs aussi inintéressantes. Bien au contraire. Je dois d'abord contrer une objection que vous pourriez me faire. Oui, mais enfin, vous nous citez une histoire de 1829. Allons, ça n'a plus rien à voir avec nous. Ça doit probablement constituer une période de transition entre l'archaïsme de nos arrière-grands-parents et ce que nous sommes aujourd'hui. 1829, mais enfin, Madame Després, on allait vers le progrès, on y est quand même tout presque. Encore un effort. Une métaphysique est certainement en train de céder le pas à une autre. Devent bien encore subsister, allez, on va les concéder, quelques résidus d'archaïsme, des petites poches de résistance. L'irrationnel devait être dans ces derniers soubresauts en 1829. Et d'ailleurs, l'invention et la diffusion de l'électricité devraient bientôt, enfin il faudra quand même attendre 50 ans, dissiper les derniers ténèbres et vaincre les bastions de résistance à l'inexorable progression de la civilisation et de la rationalité, les deux termes étant évidemment synonymes. On pourrait d'ailleurs d'autant mieux miser sur l'invention de l'électricité qu'elle va devenir, une fois qu'elle a été inventée, très vite, un véritable étendard de ce progrès, voire, je crois, quelque chose qui doit se mériter ou se payer par des renoncements. Le théologien
Rudolf Bultmann, par exemple, annonçait victorieusement, au début des années 40, au XXe siècle cette fois, je le cite, « Maintenant que les forces et les lois de la nature ont été découvertes, nous ne pouvons plus croire aux esprits qu'ils soient bons ou mauvais. Il est impossible d'utiliser la lumière électrique et les réseaux sans fil et de croire en même temps dans les esprits. » Fin de citation. Les sciences humaines, il faut le reconnaître, ils sont allés avec un optimisme d'évangélisateurs en terrain conquis de leur propre version, l'électricité apparaissant d'ailleurs sur un mode non métaphorique, comme ce qui allait justement substituer la lumière à l'obscurité. Eh bien, à l'objection de la date et de l'époque, je répondrai que l'époque de 1829, à cet égard, n'est pas très différente de la nôtre. Les deux métaphysiques continuent d'alimenter les débats. Quantité de livres interrogeant la possibilité d'entrer en contact avec les défunts sont encore publiés chaque année, comme sont écrits un nombre encore plus impressionnant d'articles ou d'ouvrages affirmant ou reposant sur l'idée que la mort débouche sur le néant. Quand on est mort, on est bien mort. Il n'est pas rare d'assister à des rencontres dans des émissions de radio ou sur des plateaux de télévision dans lesquels se confrontent, souvent âprement d'ailleurs, des rationalistes et des personnes affirmant la possibilité de contact avec les défunts. Et on remarquera d'ailleurs que ces débats présentent souvent la même caractéristique. Ceux qui y sont invités occupent les deux extrêmes d'une polarisation entre ce qu'on appelle usuellement les pratiques de l'enchantement, ce qui pourrait qualifier l'histoire de la Dame de Mansfield, et les pratiques de désenchantement. Tout n'est que matière, etc., etc. Alors, la coexistence de ces versions contradictoires s'inscrit donc dans le milieu qui est le nôtre, encore toujours actuellement, sous le signe de la polémique. Et c'est cette polémique et cette polarisation qui me semble poser problème. La qualification d'irrationnel, en d'autres termes, me semble être un effet de cette polarisation. En fait, la qualification d'irrationnel ne décrit pas très bien la manière dont les personnes pensent lorsqu'elles envisagent le maintien possible d'une relation avec le défunt. La qualification d'irrationnel, au contraire, me semble être un produit caricatural de cette polémique. En d'autres termes, je vais l'affirmer clairement, rares sont les expériences irrationnelles. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis simplement qu'elles sont très rares et qu'elles sont souvent dues à des circonstances très particulières. Et ce ne sont pas celles-là qui vont m'intéresser. Je proposerais plutôt de comprendre à quel type de rationalité obéissent les expériences conçues à tort comme irrationnelles, en gardant précieusement à l'esprit cette hypothèse. Ces expériences qu'on voit comme irrationnelles ou qu'on taxe d'irrationnelles ne sont telles que parce qu'elles sont traduites dans un cadre de pensée rigide et inapproprié qui n'arrive pas à en saisir la finesse et la complexité. Elles ne sont irrationnelles en d'autres termes que si on se place du point de vue du rationalisme le plus étroit, dans une polarisation qui traite les conceptions dans le même moule épistémologique. Ça va vous paraître plus clair après, ne vous inquiétez pas. Retournons à nos histoires. Il y a quelques années, en 2008, paraissait en librairie le livre du comédien français Patrick Chesnay, « Il est où, Ferdinand ?» Ce livre a été écrit à la suite de la mort accidentelle de son fils, presque 2 ans auparavant. Une journaliste de Libération souligne dans l'article qu'elle lui consacre le fait que ce livre est un véritable dialogue. Je la cite. « Oui, commente-t-elle, nous avons bien dit dialogue, car Ferdinand est là, vivant, à chaque mot. » En fait, pendant quelque temps, juste après la mort de son fils, le papa, Patrick Chesnay, a laissé des messages sur la boîte vocale de son fils, de son portable. Aujourd'hui, ce sont des lettres. Et voilà comment il dit, voilà ce qu'il écrit à propos de ces lettres. « En parlant de toi, en t'évoquant, j'espère que tu vivras quelques années de plus d'une autre façon. » La journaliste, toutefois, ne peut pas se contenter de cette interprétation et elle va se tourner vers la réalisatrice Nicole Garcia, qui est une amie de Patrick Chesnay, et va conclure avec elle « Ces lettres auraient été pour le père une manière de survivre. » Cette traduction est, somme toute, assez prévisible, surtout au XXIe siècle. Le fait que la journaliste y recourt
relève d'ailleurs d'un geste assez particulier. Elle propose une version sur laquelle tout le monde pourrait être d'accord. Non seulement parce que cette version correspond à ce qui est une sorte de réflexe de la pensée, à l'idée du fameux deuil, comme un travail auquel on doit s'astreindre l'endeuiller, mais aussi parce que cette version de la journaliste, c'est Nicole Garcia, hein, c'est une façon pour le père de survivre, permet d'atténuer ce qui, dans la proposition de Patrick Chesnay, pourrait susciter le désaccord, ce qui pourrait passer pour très déraisonnable. Les lettres sont adressées à un mort et elles sont écrites afin de lui donner activement un surplus d'existence. Or, cette interprétation de Nicole Garcia pourrait avoir deux effets. Le premier de ces effets serait un produit de la polarisation que j'évoquais. Le fait que les lettres aient pour motif uniquement la survie du père aurait pour effet d'effacer le sens même que celui-ci assigne au fait d'écrire ces lettres, c'est-à-dire celui de faire vivre son fils autrement. Ce serait donc la posture rationaliste, renvoyant, et c'est ce qu'on appelle une rationalisation, hein, finalement, de dire oh ben oui, mais il écrit sa lettre, mais il ne croit quand même pas que c'est à son fils, et même s'il le croit, de toute façon, ça a pour effet de le faire. C'est lui qui survit dans cette affaire-là. Ça illustre assez bien la posture rationaliste, c'est-à-dire la posture de rationalisation, puisque ça renvoie le geste du père à l'irrationnel. Mais on va être tolérant. Si c'est pour sauvegarder sa santé psychique, on va accepter qu'il soit pendant quelque temps irrationnel. Mais il y a une autre lecture possible, qui est beaucoup plus intéressante, et en gardant la proposition de Nicole Garcia. Il y aura un autre effet qui pourrait être proposé. Le père ne dit pas, en fait, il faut l'écouter quand il écrit, il faut faire attention à ses mots, et c'est là où on voit que c'est l'effet de polarisation qui fait qu'on n'entend pas ce qui est dit. Le père ne dit pas que son fils continue à vivre comme avant. Il n'a jamais dit ça. Il n'affirme pas que son existence n'a pas changé. Il dit bien « J'espère que tu vivras quelques années de plus d'une autre façon. » D'une autre façon, il dit bien « C'est par mes lettres que ce supplément biographique sera rendu possible. » Le père procède en d'autres termes, et je vais suivre ici à nouveau une proposition de Bruno Latour, lecteur d'Étienne Souriau. Le père procède à ce qu'on appellera avec Étienne Souriau un acte d'instauration. Il instaure, ça veut dire en quelque sorte il crée, mais ne crée pas à partir du néant, il instaure pour son fils un autre mode d'existence. Instaurer est un verbe actif. Le père sait que pour offrir à son fils quelques années de plus, et il sait que ces années seront une vie d'une autre façon, il sait qu'il doit accomplir certains gestes. Et ça n'empêche pas que ces gestes puisse continuer à l'aider lui-même et que ces gestes l'aident à survivre. Ça ne disqualifie pas la position ou la proposition de Nicole Garcia, au contraire. Je pourrais même dire, en offrant quelques années de plus d'une autre existence à son fils, Patrick Chesnay offre à son fils l'occasion d'aider son père à surmonter l'épreuve de sa disparition. On le voit retraduite de cette manière sur un autre mode que celui de la polarisation. Vous voyez, je ne polarise plus, je ne dis pas ou bien ça l'aide à survivre, ou bien ça fait vivre son fils. Je dis, mais il y a moyen de garder les deux énoncés. En écrivant ces lettres qui aident son fils à vivre d'une autre façon, et en insistant sur cette autre façon, le père donne à son fils l'occasion d'aider son père à surmonter sa disparition. Eh bien, les deux propositions peuvent s'articuler et on quitte le terrain polémique dans lequel elles étaient situées si on ne se laisse pas piéger par cette polarisation. Cette traduction est, si je reprends ici les termes de la philosophe Isabelle Stengers, une proposition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, d'abord, une proposition écologique parce qu'elle n'exige pas que les deux hypothèses, celle de la survie du père et celle de la vie autrement du fils, soient exclusives l'une de l'autre, sur le mode du ou bien c'est la survie du père, ou bien c'est la survie du fils. C'est généralement d'ailleurs sur le mode du ou bien que les sciences humaines vont aborder le problème. Ou bien vous dites que votre fils existe réellement, ou bien vous dites que c'est une production subjective, une illusion qui vous permet de survivre. Eh bien, écologiser cette proposition, écologiser la proposition de Patrick Chesnay, écologiser la proposition qu'ajoute Nicole Garcia à celle de Patrick Chesnay,
c'est d'abord garder précieusement la possibilité de penser, comme aurait dit Gilles Deleuze, par le milieu, de garder précieusement les « et » entre les deux versions et de chercher comment ces propositions peuvent tenir ensemble avec ces « et ». Et pour les faire tenir ensemble, il s'agit encore d'écologiser, c'est-à-dire d'apprendre à poser la question de l'existence, non pas dans le régime de l'épistémologie scientifique, mais dans le régime de l'épistémologie de l'écologie. En effet, selon Stengers toujours, la question de l'existence, quand elle se pose, et qu'elle se pose dans le régime épistémologique des sciences, c'est le plus souvent au sens de peut-on démontrer que ceci, force gravitationnelle, atomes, molécules, neutrons, trous noirs, etc., existe vraiment? Ça, c'est une question scientifique. Eh bien, la question écologique, dit-elle, n'est pas du tout celle-là. Elle est, d'une certaine manière, celle des besoins qui doivent être honorés dans la création continue d'une mise en rapport. Et c'est bien ce que propose le Père. Il cherche les besoins qui doivent être honorés afin d'assurer à son fils le fait de pouvoir vivre quelques années de plus d'une autre manière. L'écriture adressée, parce que je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut la dire, c'est une écriture adressée qu'assume Patrick Chesnais et que quantité de personnes que ma propre enquête m'a conduite à écouter n'est qu'une des multiples manières de réactualiser cette absence active, comme le disait le philosophe Gilbert Simondon, d'assumer la charge de maintenir dans l'être les individus morts. Alors, ces manières, j'en ai rencontré de multiples. Alors, je vais en citer quelques-unes. Elles peuvent se résumer au simple fait de continuer à parler avec le mort. Roland Barthes, qui disait « Je continue à parler avec maman ». On continue à converser. Mais aussi, certains demandent des conseils et ils accueillent les réponses. Certains reçoivent du défunt des conseils et parfois reçoivent le défunt en rêve. Combien de défunts ne visitent pas nos rêves? Et d'ailleurs, quand il y a des visites de défunts dans les rêves, c'est vraiment intéressant, c'est que les gens vont chercher à élucider l'énigme du message que le rêve véhicule, parce qu'il y a toujours une énigme dans un rêve quand un défunt y vient. Alors certains disent ressentir des présences, et j'ai entendu souvent les gens dire quand ils disent qu'ils ressentaient des présences, ils disent c'est vraiment intéressant cette façon de dire, j'ai jamais entendu ailleurs, ils disent je sens la présence de la présence. Il y a une redondance. C'est vraiment intéressant pour dire que c'est pas une présence comme une présence normale. C'est pas comme je ressens une présence dans mon dos parce que quelqu'un vient d'entrer dans la pièce. Non, c'est la présence de la présence. Certains vont continuer à agir au nom du mort, ou plutôt au nom d'une demande implicite, ou même explicite, parce que le mort peut faire des demandes explicites avant sa mort, ou parfois dans les rêves, ou parfois on sent qu'il y a une demande. Et certains, et ça c'est très très fréquent, continuent à percevoir des signes émanant dont ils pensent qu'ils peuvent imaginer, penser que ces signes pourraient émaner, en effet, de la présence du mort. Et c'est important, les signes. Et d'ailleurs, ce sont eux que je propose, c'est à eux que je demanderai de nous accompagner tout au long du trajet. C'est quoi les signes? Je vais parler d'une histoire qui ne met pas à proprement parler en scène le type de relation avec les morts, mais qui me permettra de traverser avec vous cet étrange monde, ce monde où les morts se manifestent, où on dira que les causalités se distendent, où les signes prennent le relais de la causalité. C'est une histoire que j'ai trouvée dans un roman, mais elle est authentifiée comme dans la plupart des romans d'Emmanuel Carrère. Et dans ce cas-ci, c'est dans un roman russe. Alors voilà ce que Carrère raconte, et, en disant, bon, mais c'est une histoire qu'il ne fait que relayer, il ne l'a pas inventée. Il dit qu'un prisonnier hongrois a été retrouvé 50 ans après la guerre dans un hôpital psychiatrique du fin fond de la Russie. Or, ce qui est vraiment très étonnant, c'est que son dossier médical indique que durant les 10 premières années de sa captivité, il se rebelle, c'est une horreur. Il se bagarre, il injure, il écrit sur les murs, il est intenable. 10 ans. 10 ans de consignation dans le dossier médical d'un prisonnier absolument infernal. Et milieu des années 50, on est donc 10 ans après la guerre, il change. Il devient tout à fait amorphe, apathique. Et on découvre, quand on le retrouve, que ce changement, cette apathie soudaine, il n'existe plus, il ne se rebelle plus ni rien,
coïncide avec une exactitude troublante à quelque chose qui arrive chez lui à ce moment-là en Hongrie. Les disparus, au milieu des années 50, ont été déclarés morts. On a dit aux gens, vous ne devez plus attendre le retour, on va les considérer comme morts. Et l'acte de décès a été délivré aux siens. Carrère écrit très justement, il n'a pas su là où il était, mais tout s'est passé étrangement comme s'il avait su. Du jour au lendemain, ou presque, il a baissé les bras. On l'a déclaré mort et il est mort. Alors, il n'y a pas de signe ici. C'est pas vraiment, on ne peut pas parler de signe à proprement parler. Il y a toutefois quelque chose qui me semble constitutif du monde où les signes sont possibles. Il y a des connivences, des conspirations, des connexions d'objets en apparence très éloignés et qui bouleversent nos manières habituelles de penser. Et c'est vraiment intéressant parce que quand je préparais cette conférence, je voulais raconter les mêmes histoires que j'en ai faites au musée branleur. Moi, je me suis dit, bon Dieu, si jamais les personnes viennent 2 fois, que je raconte 2 fois la même chose, ça ne va pas, c'est pas joli. Et puis je me suis dit, ceux qui ont lu mon livre, il faut quand même que je change un peu. Donc je me suis dit, j'ai fait un peu de recherche en me disant, mais cette coïncidence finalement du roman de Carrère, j'ai pas beaucoup exploré ça. J'avais trouvé ça intéressant en me disant, mais finalement, on est dans un monde de signes, un monde aussi comme dans Le Roi des Aulnes de Tournier, que j'avais adoré à l'époque. Hein. Abel Tifo, si vous avez l'occasion d'un jour lire Le Roi des Aulnes de Tournier, c'est absolument extraordinaire. On est dans un monde lénitien, dans un monde de signes, absolument de connivence, de conspiration. C'est assez d'ailleurs que Tournier le décrira quand il écrira Le vent paraclet pour commenter son livre. Alors, cette coïncidence des événements, en fait, je l'ai retrouvée sous le nom de synchronicité chez les psychanalystes jungiens. Et c'est extrêmement intéressant. Et j'ai trouvé un article d'une psychanalyste jungienne, Marie-Laure Colonna, qui évoque dans un de ses articles la manière dont elle a accueilli une étrange coïncidence. Il n'y en a pas qu'une, parce que les jungiens sont visiblement en appétit pour ce genre de choses, et c'est extrêmement intéressant de ce qu'ils en font. La manière dont elle a accueilli une étrange coïncidence advenue lors d'une de ses analyses. Alors, je dois expliquer l'analyse. Elle raconte qu'en fait, à un moment donné, pendant ses vacances, elle décide d'écrire un article au sujet d'une de ses analysantes. Et dans la partie clinique de son texte, elle se rend compte que cette analysante est trop reconnaissable. Elle ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, elle va transformer. Et par souci de description, donc elle commence par transformer les éléments personnels de l'histoire qu'elle relate, et elle va s'inspirer des détails de la vie d'un autre de ses analysants. Elle va mélanger en fait 2 histoires, et pas seulement de la vie de cet analysant, mais du versant féminin de cet analysant. Donc pour composer cette nouvelle patiente, si vous voulez, donc qu'elle relayera dans cet article, elle va chercher chez un de ses patients sa partie féminine pour remplacer ceux qu'elle va omettre chez la patiente qu'elle décrit, afin qu'on ne la reconnaisse pas. Ça devient compliqué, mais j'espère que vous me suivez. Et elle va lui donner un nom, elle va l'appeler Claire, parce qu'elle dit cette partie de l'analysant qui remplace ce parti de l'analysante est une personnalité lumineuse, solaire, et pour compléter le tout et pour bien transfigurer les éléments de biographie, elle va lui donner comme métier une belle réussite, une activité réussie dans les relations publiques. Elle revient de vacances et elle revoit l'analysant dont elle a emprunté la partie féminine pour recréer un nouveau personnage. Et elle ne lui dit pas évidemment au début. Et voilà-t-il pas qu'à cette première séance de retour de vacances, cet analysant lui raconte qu'il a rencontré une jeune femme qui travaille dans une boîte de relations publiques où elle réussit brillamment. C'est, lui dit-il, une jeune femme lumineuse, chaleureuse. D'ailleurs, elle s'appelle Claire. L'auteur hésite et puis décide de lui faire part de cette coïncidence, qui est assez intéressante. Mais justement, écrit-elle, est-ce une coïncidence? Ne serait-ce pas plutôt un phénomène de synchronicité, auquel cas il y a sans doute un sens plus profond que cette démonstration de télépathie contre-transférentielle à saisir là-dessous. Je cite Colonna. Pour un Chinois cultivé, dit-elle, cette coïncidence signifiante aurait paru parfaitement normale. Pendant 5000 ans,
les Chinois se sont demandé qu'est-ce qui aime à se produire ensemble. Et ils ont bâti leur culture, notamment leurs annales historiques, selon le principe de correspondance et d'analogie. Elle continue. Si la psychanalyse prête attention à ces coïncidences pour leur offrir une traduction en termes de synchronicité, c'est parce que ces phénomènes ont valeur de choc. Alors je la cite. C'est parce que l'élément acausal, donc non causal, vient heurter la conscience, déranger son organisation et sa tranquillité, que la synchronicité est précieuse en termes d'évolution psychique. Le kaléidoscope de la personnalité est secoué, un instant de scandale pour la logique qui provoque l'éveil, le réveil, l'accès à une dimension plus sensible et plus complexe de la réalité. Eh bien, ce que Colonna écrit se rapproche des signes tels que les endeuillés les comprennent et les accueillent. Nous sommes donc prêts maintenant à revenir auprès d'eux. Ainsi, j'évoquerai le rêve d'une jeune femme qu'a rencontré une de mes mémorantes, donc une de mes étudiantes en psychologie, une jeune femme à qui son père avait demandé de ne pas vendre la maison. Et voilà que le rêve qu'elle raconte. La dernière fois qu'on a eu le projet de vendre la maison, parce que malgré la demande du père, décédé bien entendu, de temps en temps ils y songeaient, la dernière fois qu'on avait le projet de vendre la maison, j'ai rêvé de cette maison. Il, le père, donc, est venu, il nous a tous dit « Allez, montez au grenier, il va y avoir une tempête ». Cette tempête qu'on regardait par la fenêtre, c'était des morceaux de pierre, de vent et de mer. Cette maison, avec lui, elle nous a sauvés. C'est lui qui nous a dit « Il faut la garder d'une certaine manière ». Et ça, c'est dans notre rêve. Je l'ai rêvé. Oui, ce sont des rêves comme ça. Là, finalement, on a décidé de garder la maison, de ne pas la vendre. Le rêve parle, comme le dit justement cette jeune femme, d'une certaine manière. C'est un terme qu'on rencontre très souvent dans ces histoires. Ah, il faut prêter attention à ces termes si justes et qui articulent si bien l'expérience, le d'une certaine manière, qui n'est pas sans rappeler le d'une autre façon de Patrick Chesney. S'intéresser à la manière, à la façon, tout un art écologique, l'art des manières. Car c'est bien là la langue et le mode d'adresse des rêves. Ils demandent qu'on prête attention à leur manière et souvent à leur bonne manière. Car c'est à cette manière que cette jeune femme a décidé de faire honneur. Et elle a à l'œuvre, vous le remarquerez, tout un travail de lecture de signes et de mise en connexion, la tempête, le grenier, les pierres qui volent, le fait de monter, le fait d'être protégé, le fait d'un avertissement. En fait, il y a réalisation, c'est-à-dire traduction en acte d'une proposition de mise en garde. On enregistre des indices, des indications, comme on le ferait d'une proposition oraculaire. Et je crois que ce rêve relève des propositions oraculaires. Il est une proposition oraculaire. Et il est d'autant plus si on prend en considération, comme le proposait dans un de nos échanges mon ami le philosophe Marcos Mateos, que, je le cite, « L'oracle ne dit pas ce qui t'attend dans l'avenir, il formule ce qui t'atteint ou peut t'atteindre dans un à vivre. » Ce qui veut dire quoi? Mais ça veut dire que le rêve ou l'oracle n'annonce pas. Il demande qu'on accorde une attention au sens d'accorder une forme de disponibilité, je dirais un être aux aguets à l'événement. L'oracle ne dit pas l'avenir, il ouvre les possibles qui n'étaient pas perçus. Toby Nathan, dans la nouvelle interprétation des rêves, écrit ceci. Exclus de la vie consciente, les morts ne cessent de visiter les rêves, à croire qu'ils ont une appétence particulière pour cet espace. Depuis le rêve qui suit le décès, survenant le lendemain ou le jour suivant, jusqu'à ceux que des personnes, et pas nécessairement de la famille proche, font des mois ou des années après leur disparition, dans lesquels les morts livrent leurs recommandations aux vivants, et cela est parfaitement compréhensible si l'on a compris les modalités habituelles des rêves qui viennent penser l'impensable, forger les concepts de l'invisible, fabriquer un possible que la pensée éveillée, engluée dans ses habitudes, ne parvient pas à imaginer. Ouvrir des possibles qui n'étaient pas perçus, et bien de la même manière que la psychanalyste Marie-Laure Colonna
évoque le pouvoir du scandale, du mini-tsunami, pour la logique que sont les coïncidences ou les synchronicités qui provoquent l'éveil, le réveil, l'accès à une dimension plus sensible ou plus complexe de la réalité. Le rêve joue pleinement un rôle que je qualifierais de fabulatoire. Fabuler, ça ne veut pas dire inventer. Fabulation ne signifie pas invention, mais cela désigne le fait de se mettre dans un autre rapport au réel, au sens où Isabelle Stengers entendait ce verbe fabuler. Voici ce qu'elle écrit. Fabuler, raconter autrement, ce n'est pas rompre avec la réalité, mais chercher à rendre perceptible, à faire penser et sentir des aspects de cette réalité qui usuellement sont pris comme accessoires et donc ne sont pas perçus. En fait, ce n'est pas seulement là que se trouverait la dimension oraculaire du rêve, car le rêve est également oraculaire si on considère que d'une certaine manière, le rêveur n'est pas l'auteur de son rêve, en tout cas n'a pas le sentiment d'être l'auteur de son rêve, au sens où d'habitude on dirait qu'on est auteur de ses actes. En fait, c'est intéressant le rêve dans ce cas-là, c'est que le rêveur a l'impression qu'il est le destinataire du rêve. Ou parfois les deux. D'ailleurs, quand la jeune femme qui a rêvé de cette maison, de cette tempête de son père, elle affirme quand elle dit « ça, c'est dans notre rêve, je l'ai rêvé ». C'est extraordinaire cette phrase. Message reçu, il y avait quelqu'un à l'adresse indiquée. C'est exactement ça qu'elle dit. Quelqu'un, le je, qui a rêvé notre rêve, était là pour accueillir le message. En fait, il est encore oraculaire, mais il y a de multiples dimensions oraculaires au rêve. En ce qu'il demande, et là c'est la dimension la première qui me saute aux yeux, au rêveur de s'attacher aux conditions d'énonciation du rêve, de s'astreindre à tout un travail de mise en connexion, de traduction, de mise en rapport. Le rêve demande à celui qui en est le destinataire d'apprendre à le formuler comme une question. C'est ça que demande ce type de rêve, c'est qu'on les formule comme une question à laquelle il va falloir répondre activement. Que me veut-il ? D'ailleurs, on n'a pas besoin de savoir si c'est le rêve qui veut quelque chose ou si c'est le père. C'est d'ailleurs pourquoi on entend si souvent, et je l'ai entendu tellement souvent, je l'ai même entendu de ma propre bouche, à l'issue de ce type de rêve, qu'est-ce qu'on fait avec cela ? À la question « qu'est-ce qu'on fait avec cela ?», Marcos Mathéos, toujours mon ami philosophe, suggère de répondre « eh bien, on en fait une énigme ». Mais ajoute-t-il, qui sait encore formuler de telles choses ? Je viens, dit-il, seulement de comprendre pourquoi Nietzsche se disait ami des énigmes et pas ami de la sagesse. Une réponse énigmatique, c'est ça, un signe oraculaire. C'est fait pour être pensé, c'est toujours lui qui parle, pour nous faire gagner des forces afin de surmonter les épreuves. Le rêve, donc, n'est pas une énigme, mais il oblige à en fabriquer. Il constitue une énigme au sens fort de constituer. Je voudrais à présent en revenir à ce qui est mon propos, le fait que l'irrationnel ne l'est que lorsque l'on situe les propositions d'expérience que font les personnes qui sentent des présences ou qui écrivent des lettres ou qui assurent la transmission par un facteur mort interposé ou encore qui reçoivent des messages dans leurs rêves, que lorsqu'on situe donc ces expériences dans un régime épistémologique inapproprié, le régime épistémologique des sciences, eh bien, c'est à ce moment-là que l'accusation d'irrationalité peut émerger. Autrement, elle n'émergera pas. Un groupe de personnes a, de manière extrêmement intéressante, théorisé la recherche du bon régime épistémologique pour les aider à penser et à bien penser la question essentielle de qu'est-ce qu'on fait avec cela, qu'est-ce qu'on fait avec les énigmes, qu'est-ce qu'on fait avec les signes, qu'est-ce qu'on fait avec les rêves qui nous obligent à constituer des énigmes, qu'est-ce qu'on fait avec les signes qui nous obligent à constituer des énigmes. Et ces personnes qui ont si bien théorisé, à mon sens, la question « qu'est-ce qu'on fait avec cela ?» et théorisé la réponse qu'on peut apporter à ce genre de questions, sont dans des relations très particulières avec les morts. Ces personnes se sont regroupées en collectif et ce sont celles qu'on appelle des sages-femmes des morts. En fait, ce nom indique qu'elles prennent soin des endeuillés et qu'elles aident les endeuillés à prendre soin de leurs défunts au moment de leur mort. C'est une nouvelle pratique qui a émergé aux États-Unis depuis quelques années et qui s'intitule « Les funérailles à domicile ». Alors, les funérailles à domicile ont bien été étudiées par une anthropologue absolument merveilleuse, toute jeune anthropologue, qui est en cours de thèse de doctorat, qui est une jeune anthropologue américaine qui s'appelle Alexa Gertie et qui a fait un stage
pour faire son mémoire de fin d'études en anthropologie, où elle a accompagné ces sages-femmes des morts. Elle a d'ailleurs elle-même appris à devenir sage-femme des morts. Alors, les funérailles à domicile relèvent donc de l'initiative de quelques personnes qui se sont collectivement mobilisées pour résister et dénoncer la manière dont sont traités les corps des défunts, la commercialisation de ces traitements par les pompes funèbres, l'exclusion des proches, la violence imposée au corps par les techniques d'embaumement, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs. Et ces collectifs ont décidé de réapprendre à prendre soin des morts comme on le faisait auparavant et de partager leurs expertises. Les conseillères, donc ces sages-femmes des morts, se chargent de résoudre pour les familles, enfin d'aider les familles à résoudre les problèmes administratifs et légaux, d'aider à prendre soin des corps, notamment de contrôler la décomposition sans technique d'embaumement, donc avec de la neige carbonique, en faisant des soins qui permettent que cette décomposition se fasse, mais qu'elle soit tolérable, d'organiser la veillée du défunt. Et cette veillée, qui s'organise avec l'aide de ces sages-femmes, non seulement font l'objet de toute leur attention, mais traduisent une toute autre conception de la mort et du destin des défunts. En fait, les corps morts, dans ces veillées funéraires et dans la manière dont on s'en occupe, ne sont plus du tout des objets inertes, mais conservent le statut de personne. Il faut, disent les sages-femmes des morts, continuer à leur parler avec amour, doucement, en choisissant les mots avec soin, car, disent-elles, si nous devons nous habituer à les voir partir, les défunts eux-mêmes doivent s'y habituer et nous devons les y aider. La mort se s'inscrit donc plus dans la temporalité médico-scientifique. Elle n'est plus ce qui advient à un moment déterminé, surtout déterminé par les médecins. Elle devient un processus long dans lequel ce qu'on appelle l'agentivité, l'agency, mais le mot agentivité est très vilain, on va dire le pouvoir d'agir, le pouvoir d'être encore d'une certaine manière une présence active de la personne, sa capacité à intervenir, à interférer reste vibrante, et ce notamment parce que, disent les sages-femmes des morts, les communications restent possibles avec les défunts juste après leur décès. Alors Aguerty raconte que lors d'une veillée, elle va prendre une veillée qui est, je trouve, assez exemplaire de cette histoire. C'est une veillée autour du corps d'un musicien qui s'appelait Lars et qui est décédé d'une maladie respiratoire extrêmement éprouvante. Sont présentes autour de son corps, au moment des soins, Petra, une sage-femme des morts, et l'épouse du défunt, Heidi. Et à un moment donné, elles vont tenter, une fois la toilette terminée, de fermer la bouche du défunt. Rien à faire. Cette bouche grande ouverte veut rester grande ouverte, et c'est d'autant plus éprouvant que Lars est mort à agoniser d'une maladie respiratoire, et que donc ça rappelle vraiment les affres de son agonie. Le foulard ne tient pas. Les deux femmes finissent par se décourager, puis quelque chose les interpelle, elles doivent aller faire quelque chose dans une autre pièce, donc elles quittent, et elles reviennent un peu plus tard. Et quand elles reviennent, Lars a la bouche fermée, et il sourit. Petra et Heidi vont être toutes les deux d'accord que c'est un signe qu'il leur laisse. Il ne souffre plus, et il est en paix à présent. Et c'est bien ça, comme ça, que va être compris par la veuve, le sourire de Lars. C'est un signe qu'il lui adresse. Mais qu'est-ce qui fait signe ? En fait, un signe, c'est toujours le produit d'une connexion, c'est-à-dire une liaison active, parce que ça a besoin d'être activé, un signe, entre des êtres et des choses. Le signe, tel qu'il se déploie ici, correspond en quelque sorte à la contraction sous forme de pli, d'une certaine manière, d'un plan d'expérience, comme on contracte un tissu en le plissant de telle sorte à ce que certains points en touchent d'autres. C'est comme ça que fonctionnent les signes. Vous pliez un tissu, des choses qui étaient très éloignées dans l'espace et dans le temps, tout à coup se mettent à connecter. Et c'est ces connexions qui font émerger des possibles passés inaperçus. C'est pourquoi, dans ce contexte, le signe traduit, dans les nouvelles connexions qu'il dessine, une autre organisation séquentielle des événements. Donc ça veut dire que le signe devient le produit d'une conspiration d'événements. S'il n'a d'origine, en fait, elle est toujours indéterminée. Mais il y a toujours aussi, on ne sait pas l'origine du signe, on ne sait pas qui l'envoie. Les gens vont toujours être résistants, mais il y a toujours un destinataire. Vous n'avez pas de signe s'il n'y a pas quelqu'un qui répond « c'est pour moi ». Car un signe n'a de sens qu'à être adressé. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un signe sollicite toujours un interprète, ou plus justement, il interpelle. C'est sa fonction, il apostrophe, il interpelle. Ce qui veut dire que l'interprète n'est pas tenu d'interpréter, juste d'acter la présence du signe.
et le signe traduit, tout autant qu'il active, la vitalité des relations entre les vivants et les morts. Je reprends avec mes sages-femmes des morts. Heidi et Petra sont d'accord sur le fait que le sourire de Lars pourrait être un signe. Et ce sourire réconforte sa femme et sa famille. Le dire comme ça, c'est prêter attention aux effets, ou plus précisément, c'est prendre soin des événements dans leurs effets. On n'est pas obligé d'ailleurs d'aller plus loin. On peut dire, ce « il » qui réconforte, c'est qui, c'est quoi? Ben c'est le sourire. Mais ça peut être Lars. On peut. Et si la veuve le pense, la sage-femme des morts ne va pas du tout la contredire, va dire, oui, ça peut être un signe. Il a donné en souriant un signe à ses proches. Et elle pourrait d'autant plus penser qu'il y a une véritable culture dans ces pratiques des funérailles à domicile, puisqu'ils pensent que la mort n'interrompt pas le processus de la vie. Les cellules continuent pendant quelque temps d'échanger, les cheveux continuent de pousser, le corps continue à se transformer. Donc ça veut dire que la mort n'est pas une affaire de tout ou rien et qu'on ne sait pas de quoi sont capables les corps une fois qu'on a cessé de respirer. Les sages-femmes des morts donc partagent une conviction, la mort ne peut pas être une affaire de tout ou rien. Le cœur peut avoir cessé de battre, mais il y a toujours quelqu'un, une forme de présence, quoique sans doute affaiblie. Et elles font l'hypothèse que les morts continuent à comprendre et même à répondre d'une certaine manière et très affaiblie aux mots des vivants. Et il peut y répondre au moyen d'expression faciale, un signe, ou le visage qui se détend. On voit souvent ça chez les morts, quelques heures après la mort, le visage qui devient très beau parfois. Ça peut être sous la forme d'odeur, mais ça, c'est aussi des choses auxquelles on apprend à se reconnecter quand on renoue avec les anciennes pratiques. Ou parfois même en travers de signes de la nature ou de l'environnement. Un oiseau qui vient se poser juste sur l'appui de fenêtre. Ah tiens, un merle, un oiseau blanc. Le mort peut aussi parler à ceux qui restent au travers des souvenirs qui brutalement émergent dans la pensée ou de pensées qui adviennent en sa présence. Et ça veut dire quoi? Ce sont des signes comme tels, ils restent ouverts à la possibilité d'être toujours compris autrement. Et donc Lars sourit pour réconforter sa famille, et la sage-femme, comme la veuve, l'interprète de cette manière. Mais la sage-femme va ajouter quelque chose. Et elle va dire qu'il arrive, que c'est un phénomène biologique très connu, que la mort puisse modifier la musculature du visage de telle sorte à produire un sourire post-mortem. C'est un phénomène biologique très fréquent. Or, constate Alexa Agerty, l'anthropologue, une explication n'empêche pas l'autre. La sage-femme ajoute une possibilité, non pas sur le mode du ou bien votre mari vous a fait un signe, ou bien c'est un phénomène biologique, mais sur celui des et ou des ou alors ou encore, dans le registre grammatical si précieux des conjonctions et. Alors, cette coexistence délibérée requiert un certain type d'engagement épistémologique que les funérailles à domicile appellent le seuil. Le seuil, écrit Agerty, c'est l'espace au sein duquel le sourire d'un homme mort est à la fois un mouvement des muscles et une communication supranaturelle. Un espace au sein duquel le corps est à la fois biologique et sacré, objet et sujet, désenchanté et enchanté, inerte et offrant toujours son sourire, son souci inspiré. Les ou bien, disjonctifs et polémiques des conceptions privilégiées, sont donc soigneusement remplacés par des et ce sont ces qui contestent l'épistémologie médicale. Car au contraire de cette épistémologie médicale, le dispositif des funérailles à domicile considère que chaque version ajoute à la situation plutôt qu'elle n'oblige à soustraire une autre, à s'y substituer. Le fait que le sourire puisse être un phénomène naturel n'empêche pas que Lars ait pu vouloir réconforter sa famille. Ce ne sont donc pas les hypothèses de l'enchantement qui contestent l'épistémologie médicale, c'est l'affirmation de la possibilité de coexistence de versions multiples et contradictoires. Le « et » introduit, d'une certaine manière, une contestation non polémique, dans le sens de, non pas « il se trompe », en pensant que la mort est un phénomène biologique, mais il se trompe s'il pense qu'on ne peut pas penser à la fois que la mort est un phénomène biologique et à la fois qu'il reste des formes de présence à l'intérieur.
Comprendre le sourire de Lars comme un acte intentionnel, accueillir certains événements comme des signes, c'est-à-dire comme des indices d'une intention, d'une organisation des événements par la pensée, témoigne finalement d'une certaine compétence que l'anthropologue Tania Luhrmann a appelée la porosité de l'esprit, c'est-à-dire la capacité d'entrer en communication par d'autres formes simplement que les communications langagières. Il y a un sapence dans le monde des événements, et ce serait d'ailleurs ce sapence qui serait la première dimension des signes. Les signes distribuent d'une façon très différente les intentions, et les signes obligent à mettre d'une certaine manière la pensée au travail. Alexa Agherty raconte que lors d'une des veillées auxquelles elle a assisté, la veillée autour du corps de Carole, pendant les 3 jours, plusieurs personnes ont vu une araignée. La première araignée est apparue tard dans la nuit, alors que la sage-femme venait de terminer les soins au corps. Et puis, lorsqu'elle a quitté la maison, elle a vu que la même araignée, ou une autre, en tout cas une araignée qui lui ressemblait très fort, se tenait sur le perron. Et l'animal revint encore plusieurs fois, jusqu'à l'enterrement où l'on vit, lors de la descente du cercueil, une énorme araignée le suivre au même rythme, suspendue à un fil invisible. Agherty écrit « L'énoncé « Carole est une araignée » nous enchevêtre tous dans une toile de signification. Carole était une araignée peut être compris comme un énoncé de fait ou comme une métaphore, ou les deux, l'une ou l'autre ou les deux. Osciller, vaciller, ce sont des amorces d'élan à partir d'un point d'équilibre qui se crée dans le mouvement et qui vous tient. Walk the line, disent les Anglais, vacille mais ne tombe pas. Et c'est ainsi que je comprendrai ce que je fais. Cette sage-femme, Heidi, lorsqu'elle propose à Petra, cela pourrait être également un phénomène biologique que nous avons appris à reconnaître dans les modifications biologiques dues à la mort, et le faire après avoir soutenu avec la veuve la version possible d'un signe adressé par Lars. Ce que fait la sage-femme, c'est pas expliquer, moins encore rationaliser, c'est agir sur des manières de penser et de sentir, c'est cultiver l'art de passer d'un monde à l'autre sans basculer, ou pour utiliser une autre image, c'est de faire communiquer des manières de penser et de sentir hétérogènes et normalement incompatibles ou contradictoires et les inscrire dans de nouvelles relations. C'est en quelque sorte apprendre à faire coexister sur le mode d'une hésitation activement soutenue, et c'est à cet exercice difficile que convoquent les signes. Ils nous font hésiter. C'est cette hésitation activement soutenue, que ce soit par le choix des mots, de la syntaxe, de l'histoire, des et, d'une certaine manière, d'une autre façon, des gestes accomplis, que j'ai entendus dans toutes les histoires qui m'ont été racontées. L'hésitation est tout le temps présente. C'est cette hésitation qui traduit le mode de rationalité propre à ces expériences qui métamorphosent la manière d'être au monde et des vivants et des morts. Une hésitation qui, dans les mots des vivants, montre qu'ils cherchent le mode juste d'être à la hauteur des événements, d'être à la hauteur de l'héritage qu'ils reçoivent, d'être à la hauteur de la tâche non évidente de prolonger une existence. Ce qui apparaît quand on écoute ces histoires, c'est donc leur dimension cruciale, c'est qu'elles sont rarement polarisées de façon dichotomique entre deux régimes bien distincts de rationalité et d'extraordinaire. En fait, les événements ne se situent jamais aux extrêmes de cette polarisation. Au contraire, le motif qui anime ces récits, leur moteur en quelque sorte, leur mobile, ce qui les fait bouger, c'est d'explorer les interstices, de faire communiquer ces écarts entre rationalité et irrationalité, jamais dans le tout ou rien, entre le « il était vraiment là » et « c'est un produit de ma subjectivité ». C'est l'art de cultiver des manières. Je pense par exemple au jeune Rachid, moi qui m'a tant touchée, qui avait perdu son jeune frère dans un accident de moto et qui, à la question « Sentez-vous encore sa présence ?» répondait « Oui, plusieurs fois par des ombres, un bruit le rêve, par les objets qui lui appartiennent aussi. Mais dès que je ressens sa présence, j'accepte d'abord cette présence et j'essaie de laisser les portes et les fenêtres ouvertes, voire même j'ouvre les tentures pour laisser la lumière pénétrer. Je n'ai pas peur ou des trucs dans le genre où je reste plutôt passif et j'essaye de faire avec. » Et puis ça, cette phrase extraordinaire.
Lorsque je ressens sa présence, j'ouvre même la fenêtre pour qu'il puisse sortir s'il le désire. J'essaye de faire avec. C'est une bien belle réponse à la question implicite. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et c'est une réponse donnée aux signes. On fabule. J'ai des signes qui nous font hésiter et fabuler, au sens où proposait Isabelle Stengers, c'est-à-dire au sens où ils ne nous engagent pas à rompre avec la réalité, mais à chercher à rendre perceptible, à faire sentir, à faire penser des aspects de cette réalité qui usuellement sont pris comme accessoires, des aspects usuellement négligés. En fait, s'il y a quelque chose de remarquable dans ces histoires que les personnes m'ont racontées, c'est bien cette dimension de fabulation. Je crois que l'expérience de perdre quelqu'un chez certaines personnes, et sans doute chez de très nombreuses personnes, est de poser la question: qu'est-ce que je fais avec cela? Quel que soit le cela que suit l'événement, qu'il soit de l'ordre du rêve, du sentiment de présence ou du sentiment qu'il faut simplement faire quelque chose, que quelque chose que le mort désirerait soit accompli. Je crois que cette question et cette expérience métamorphosent le rapport que les personnes ont avec elles-mêmes, avec la vie et avec la réalité sur un mode extrêmement créatif et inventif, aussi douloureuse soit cette expérience. Ce qui me fait penser donc que les morts peuvent faire de nous de fabricateurs de très beaux et très intelligents récits, qu'ils font de nous en quelque sorte des fabulateurs. Fabuler, rendre perceptifs des aspects de la réalité usuellement négligés. Bruno Latour écrivait que le contraire du religieux, et l'étymologie soutient sa proposition, c'est le négligent. Les morts ne nous rendent pas religieux, bien que certains aient pu l'affirmer, mais c'est une proposition trop générale à mon goût. Mais ils peuvent nous rendre un peu moins négligents. Je voudrais conclure sur ces modes de fabulation et ce qu'il semble si essentiel lorsqu'il s'agit de cette terrible épreuve qui est celle de perdre quelqu'un et de tenter de lui offrir quelque chose comme un destin qu'il aurait souhaité ou qu'elle aurait souhaité. Je voudrais vous conclure par une histoire qui ouvre à la fabulation. J'ai reçu, quelques mois après la publication de mon livre, un mail magnifique de Alexandra Deschamps, à qui j'ai demandé la permission de le relayer et de donner son nom, ce qu'elle m'a accordé. J'en suis très contente, très fière et je l'en remercie. Et je vous donnerai donc comme dernier mot un extrait de nos premiers échanges par mail. Voici le mail d'Alexandra. Ma mère, Laure Deschamps-Bauer, est décédée il y a plus d'1 an, le 7 mai 2015. Ça va faire 2 ans maintenant. De son vivant, elle avait exprimé la volonté d'être incinérée, au contraire de mon père, inhumé 17 ans auparavant. Grande voyageuse ayant travaillé dans l'aviation de 1858 à 1970, je dois traduire du belge au français, 1970 pour moi, amoureuse des déserts, ma maman avait par le passé exprimé à plusieurs reprises le souhait que ses cendres soient dispersées dans le désert. Au travers de nos derniers échanges, j'avais compris que le désert qui pourrait idéalement l'accueillir serait celui du Namib. Ce serait donc celui-là, sans qu'elle me l'ait d'ailleurs, jolie formule, expressément demandé. Le désert du Namib et son sable orangé l'avaient marqué, le dernier qu'elle avait découvert 1 mois avant la naissance de son unique petit enfant, le plus vieux désert du monde, le plus spécial selon ses propres termes, sans parler des connexions diverses avec ce pays, ancienne colonie allemande, qui ne pouvait que séduire sa personnalité ambivalente et déracinée, ma maman étant née en Allemagne, puis s'étant expatriée en France. Pour moi, l'an dernier, ce fut donc une évidence. Sa destination finale devrait être celle-là. Je devais répondre à cette demande implicite. Ce serait dès lors son dernier voyage. Et à travers celui-ci, elle me ferait découvrir d'autres horizons, une autre perspective, pour assurer un relais, question de transmission. J'ai donc entamé au cours de l'été 2015 les démarches pour visiter avec nos proches, mon fils et mon compagnon, la Namibie et l'y emporter. Il serait plus juste de dire que je me suis engagée dans un véritable parcours d'obstacles. J'ai entrepris et accompli toutes les formalités requises, voire même au-delà, obtenu toutes les autorisations nécessaires pour que le transfert de l'urne funéraire se fasse sans encombre. Puis j'ai attendu la date du départ. Cette attente fut longue. J'ai effectivement énormément investi ce voyage. Une fois en Namibie, enfin, dites bien non. Nous nous sommes hélas fait dérober dès le 2e jour de notre séjour une partie de nos bagages dans un vol à la roulotte. Nos valises étaient dans le coffre de notre véhicule de location garé en ville et fermé. Parmi les sacs dérobés se trouvait l'urne contenant les cendres de maman. Le 7 juin 2016, soit 13 mois jour pour jour après qu'elle ait expiré son dernier souffle, elle s'est
Alexandra de Nemours, littéralement envolée, et hélas, pas dans le sens que je l'entendais. Hélas, pour qui? Pour elle, pour moi, passé le choc et l'effondrement émotionnel qu'a occasionné cette aventure surréaliste, je cherche désormais quel sens donner à cette histoire, quand je vous dis que les morts font de nous des fabricateurs d'énigmes. Ce récit peut sembler rocambolesque d'un scénario. Il n'est absolument pas. Il touche à quelque chose d'essentiel et de profond. Je le perçois même si je ne parviens pas encore à prendre le recul véritable par rapport à l'événement. J'ai bien entendu des pistes de réflexion, quelques convictions et intuitions, mais je me bats parfois avec des sursauts de détresse intense lorsque ce vol me revient à l'esprit. Sur place, j'ai porté plainte, la police namibienne n'a rien retrouvé à ce jour, et à ma connaissance, le voyagiste a fait des appels à la radio et via les médias sociaux. Je dois désormais accomplir un signalement auprès du Quai d'Orsay au cas où l'on serait retrouvé dans l'avenir en raison de la législation relative à la protection des corps. De fait, je me suis sentie dépossédée. Ma démarche est restée inachevée. Je n'ai pas conduit ce projet intime et personnel à son terme. Ma maman a certes atterri sur le sol namibien, mais où sont ses cendres aujourd'hui? Qu'est devenu Lyon dans un pays où le respect des morts est très prégnant, mais où la pratique crématoire reste méconnue et marginale, et où les coutumes ethniques liées à la sorcellerie peuvent subsister par endroits, où les croyances locales peuvent être empreintes de méfiance à l'égard des cendres d'un défunt par crainte d'un mauvais sort. Ayant quitté avec regret, il s'agit d'un euphémisme, la Namibie, je m'interroge. Aurais-je dénaturé la volonté de maman, ou au contraire, s'est-elle échappée pour gagner définitivement une forme de liberté? Elle s'était définie en fin de vie comme un oiseau migrateur. M'avait-elle, de mon côté, à lâcher prise? Ma réponse pour tout dernier mot, si vous me le permettez. Chère Alexandra, votre mail est arrivé alors que j'étais en colloque à Montréal et passablement occupée, je n'ai pu vous répondre. Mais il a illuminé ma journée ce jour-là, d'autant plus que je devais présenter mon travail devant un parterre très nombreux et un peu angoissant. Votre histoire est venue me donner la confiance dont j'avais besoin. Votre histoire peut être à la fois tragique et à la fois merveilleuse, mais surtout la réponse ouverte, pleine d'intelligence que j'admire tant dans les témoignages que j'ai recueillis, de l'hésitation quant au possible à donner à une histoire, la volonté d'offrir une version qui soit digne de ce que la personne disparue aurait pu attendre. Et j'aime ce que votre imagination lui offre comme possible. Je crois que votre mère serait fière de ce que vous lui proposez comme aventure, ne pas terminer ce voyage et surtout ne pas en faire le dernier. Mais il reste une question, la question qui traverse ma propre recherche. Que fait-on avec ce qui nous arrive? Vous avez déjà commencé un très beau travail et j'ai envie de penser que Laure, votre mère, doit rire gentiment de la malice d'un destin qui, si l'on s'en tient à votre version la plus imaginative, et pour moi la plus sage, se transforme en destinée. Quelle belle histoire vous lui offrez. Alors comment la continuer? C'est là la question, si vous choisissez de penser qu'en fait, elle vous aura fait, avec beaucoup d'espièglerie, une sacrée leçon de liberté, une magnifique échappée posthume. Et elle vous oblige, de ce fait, à reprendre le travail de ses dernières volontés, puisque visiblement, ce n'étaient pas les dernières, mais le début d'autre chose. Peut-être s'agit-il à présent d'inventer, de fabuler et d'écrire, et de raconter le voyage imaginaire de ces cendres, qui passons peut-être de personne à personne, de lieu en lieu, prolongeant le voyage et refusant que ce soit le dernier. Au plaisir de lire un jour cette histoire, je vous envoie, chère Alexandra, avec ma gratitude, mes amitiés, signé Vinciane. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Després, pour cette magnifique conférence. Je vais vous donner la parole si vous souhaitez poser des questions, faire des remarques. Je vais passer un micro. Merci. Puisque nous parlons des morts, je voudrais savoir quel est vos commentaires il y a par exemple une chose qui est très, très connue, qu'on lit souvent pendant les guerres et tout ça, des personnes qui sont mortes donc pendant les guerres ou dans l'accidentelle, et la famille, la plupart du temps la mère, a l'information que son fils donc ou sa fille
est mort à tel moment, à tel moment. Bon, ça c'est une question. Vous me direz si qu'est-ce que vous pensez de ça? Et autre chose, évidemment, la vieille question. Que pensez-vous des manifestations des fantômes? Voilà. Alors, le sentiment c'est extrêmement, enfin, c'est pas très fréquent, mais ça arrive trop souvent pour qu'on n'y prête pas attention, en effet, que des gens sont avertis. Et j'ai entendu dans les témoignages que j'ai récoltés des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient su. Par exemple, Luc Peton m'a raconté ça, le danseur et chorégraphe, il a senti la présence d'une tante qu'il aimait beaucoup, alors qu'elle allait très bien et tout. Et 2-3 jours après, sa mère lui a annoncé qu'elle était décédée au moment où il a perçu cette présence. Est-ce que ça vous... J'ai pas d'explication. Et tout au long de mon travail, ce travail-là, j'ai résolu de ne jamais rien expliquer. Pourquoi? Parce que expliquer reviendrait à rationaliser. Par contre, faire des hypothèses, on peut en faire. Alors, comment est-ce que les gens eux-mêmes l'expliquent? Par exemple, Luc Peton, quand il dit qu'il a senti, parce que c'est pas arrivé, c'est arrivé avec sa tante, mais aussi ça arrive avec un autre danseur, il dit qu'il y a des formes pour lui, il y a des formes de disponibilité, par exemple, du fait d'être artiste. Des formes de sensibilité, de disponibilité. Par exemple, un jour, il a senti la prise. Ils étaient 5 danseurs sur scène. Il y avait un danseur qui s'appelle Jean-Michel, qui était décédé auparavant, un mois auparavant. Tous connaissaient Jean-Michel, mais ils ne l'avaient pas connu tous ensemble. Donc chacun le connaissait séparément, avait dansé avec Jean-Michel dans des endroits. Et ils sont donc 5 danseurs, 40 jours après la mort, parce que Luc me dit j'y étais très attentif à cause de la coïncidence avec le livre des morts tibétains. Et ils dansent tous ensemble, etc. Puis ils se retrouvent après le ballet. Et il y en a un qui dit, c'est bizarre, j'ai vraiment senti la présence de Jean-Michel aujourd'hui, pendant que je dansais ceci, alors qu'on n'a pas dansé ça avec lui. Il y en a un autre qui dit, c'est étonnant, parce que moi aussi. Et puis, ils reprennent la chorégraphie pour essayer de savoir à quel moment... Et remarque qu'ils ont tous senti la présence de Jean-Michel au même moment du ballet. Alors que Luc était dans les coulisses, parce que c'était le moment où il devait sortir dans les coulisses, sa femme était à un autre endroit, et donc ils n'avaient pas, dansé ensemble. Et ça, Luc dit joliment, une fois, quand on est dans le spectacle, on a des formes on n'est plus tout à fait soi. Alors, ça, c'est une première hypothèse. Est-ce qu'il y aurait une capacité chez certaines personnes, par moment, de ne pas être tout à fait soi? Et j'aime bien cette... Alors, ce n'est pas une explication, c'est quelque chose qui nous indique quelque chose, qui nous indique qu'il y a peut-être des modifications, des formes de la subjectivité, qui font que, dans certains cas, ou certaines personnes plus sensibles, ou certaines personnes, après certains événements, ont des modifications et acquièrent ce que Tania Luhrmann appelle cette porosité de l'esprit. C'est-à-dire qu'il est possible que notre conception de la subjectivité reste une conception très étroite, très fonctionnelle, mais qui ne permet pas de rendre compte de ce type d'événement. Je ne réponds pas à votre question du tout, mais je dis, il faut faire des hypothèses, et je pense qu'à la William James, ces hypothèses doivent inclure, je pense, une remise en cause, non pas de la subjectivité comme ça, globalement, mais des certitudes qu'on a à propos de savoir ce que c'est que la subjectivité. Avec une membrane bien fermée, avec l'identité d'être soi, la constance, etc. Ça, c'est pour ça. Alors, les fantômes, dans mon livre, je n'en ai pas parlé des fantômes. Parce qu'en fait, moi, j'avais affaire, dans les témoignages, à des gens qui n'ont pas affaire à des fantômes. Les fantômes, c'est des personnages très particuliers. Il y a deux ou trois sortes de fantômes, mais je n'étais pas concernée. Les premiers, c'est les fantômes de films. Alors là, ils sont assez extraordinaires. Les fantômes qu'on voit dans les films, dans les maisons hantées, etc. L'Angleterre est prolixe de fantômes. D'ailleurs, vous savez qu'il existe. Il y a eu un numéro spécial de géographie culturelle. C'est que les Anglais pourraient inventer des trucs pareils, mais ils sont fabuleux, qui était consacré aux spectrogéographes. Donc, en Angleterre, il y a des spectrogéographes, donc des gens qui étudient les lieux hantés. Et ça, c'est très joli. Ils étudient, mais pourquoi est-ce que ces lieux sont hantés? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment rendre compte du fait qu'il y a des lieux qui sont vécus comme hantés et pas d'autres? Alors ça vous indique quelque chose, ces lieux hantés, disent la plupart des spectrogéographes, et disent souvent ceux qui s'occupent de cette époque spectrale, c'est généralement quand il y a eu en effet des choses qui se sont passées de l'ordre d'injustices très graves ou de traumas très graves qui n'ont pas été réparés. C'est une conception du fantôme. Ce qui veut dire à ce moment-là que le fantôme est quelqu'un qui réclame. Ce sont des êtres qui réclament, c'est-à-dire qui réclament que
soit qu'on n'oublie pas, soit que la justice soit réparée, soit, etc. Mais je m'en suis méfiée parce que j'ai remarqué que beaucoup de fantômes étaient utilisés politiquement, sont devenus souvent des otages politiques. C'est Jay Winter, un merveilleux historien de la guerre 14-18, qui montre à quel point les fantômes ont été utilisés pour, par exemple, le rétablissement de l'ordre. Et il y a des, je sais plus, j'ai oublié son nom, mais son nom m'échappe, mais il y a un poète français de la guerre 14-18, soldat de la guerre 14-18, qui à un moment dit laisser pourrir. Il parle de l'utilisation de ses camarades morts au combat pour la restauration de l'ordre, etc., etc., pour célébration des héros. Et il a écrit laissez-les pourrir tranquilles. Donc il y a une utilisation politique. Je veux dire, l'anthropologue Eonie Kwon montre aussi qu'il y a des utilisations politiques, parfois très sympathiques, hein, parce qu'au Vietnam, par exemple, il y a des utilisations politiques des fantômes pour permettre de reconstruire la paix, puisque certaines familles ont perdu des enfants dans les deux camps. Ils peuvent honorer les morts d'un camp, ils ne peuvent pas honorer ceux. Vous imaginez ce qu'elles doivent vivre, quoi. Et parfois, les fantômes permettent de reconstruire des liens. Et les fantômes américains sont extrêmement actifs, d'ailleurs, au Vietnam, dans la mesure où les Vietnamiens sont très conscients qu'ils n'ont pas pu rentrer chez eux et qu'il faut les consoler. Donc, les Vietnamiens, par exemple, disent qu'il faut consoler les fantômes américains et leur offrir des cadeaux. Ils font des choses assez extraordinaires pour ça. Ça, c'est le fantôme. Alors, il y a le troisième sorte de fantôme, c'est dans le film Ozon. Et là, je me suis dit, là, il faut se méfier. Ça, c'est un fantôme qui est politiquement utilisé, qui est pris en otage, mais c'est de la politique épistémologique, parce que le film d'Ozon est vraiment destiné à montrer ce que c'est qu'une pathologie du deuil. Et donc, ça veut dire que cette femme qui continue à sentir la présence de son mari, le film d'Ozon vise à démontrer, et il le dit très clairement dans le making-of, parce que j'avais quelques doutes là-dessus, démontrer c'est une pathologie du deuil. Donc, c'est un film qui, d'une certaine manière, promeut les théories psy, extrêmement toxiques, je pense, à propos du travail du deuil. Et donc, les fantômes, je les ai évités, sauf les fantômes de films, parce que je les trouve très drôles. Très drôles et très intéressants, parce que ce sont souvent des caractériels etc. Il y a de très beaux livres sur les fantômes. C'est Garland Poe qui a écrit non, je ne sais plus qui a écrit sur le fantôme d'un manoir avec un millionnaire américain qui achète un manoir parce qu'il est hanté et décide de pourrir la vie du fantôme. C'est d'une drôlerie. Et un des plus jolis films de fantômes que j'ai vus, j'en ai vu pas mal parce que les Japonais, j'ai vu beaucoup de films japonais, notamment les films de Kurosawa sur cette question. Il y a eu une très belle journée au Louvre il y a 4-5 ans d'ici, avec une carte blanche du jeune cinéaste, Kurosawa le jeune, sur les fantômes, qui nous ont présenté des films de fantômes et des choses comme ça, très jolies. Mais un des plus jolis films de fantômes, qui est d'une beauté, d'une sensibilité, qui touche à un thème que j'adore, c'est le thème de l'écriture, c'est le fantôme, les aventures de Madame Weir. C'est mal traduit en français, en anglais, c'est le fantôme de Madame Weir. Si vous avez l'occasion de voir ce film, qui est un vieux film, c'est magnifique, c'est une jeune veuve, je ne peux pas m'empêcher de vous le raconter, mais je ne vous raconterai pas la fin, je vous promets. C'est une jeune veuve qui perd son mari, qui ne veut pas rester sous le joug de sa belle famille, donc qui décide d'aller s'installer au bord de la mer, en Angleterre. On est fin 19e, début 20e. Je dirais plutôt fin 19e, mais je n'en suis pas sûre. Et puis, elle a très très peu d'argent pour louer ou acheter une maison. Et on lui déconseille celle qu'elle choisit, qui est très très bon marché. Et pourquoi est-ce qu'elle est très bon marché? Parce qu'il y a un fantôme et que tout le monde... etc. Et ce fantôme va faire des pieds et des mains pour la mettre à la porte, qu'il a fait avec tout le monde avec grand succès. Et c'est un ancien marin, commandant de la marine marchande, caractériel au dernier degré, très drôle, etc., tornitruant. Et elle ne va pas du tout se laisser impressionner. Elle est là avec sa fille et elle va simplement s'associer avec lui. Elle dit, vous pouvez m'embêter tant que vous voulez, vous pouvez jeter les cartes par terre, mais vous ne faites pas peur à ma fille. Et il va accepter le deal, et puis il va se passer ce qui va se passer. Ils vont lier une amitié. Et à un moment donné, la belle famille va rappliquer parce qu'elle est ruinée. Toutes les actions que son mari avait placées, etc., son mari décédé. Et donc la belle famille lui dit, ben, maintenant, c'est fini la liberté, tu reviens à la maison. Et elle ne veut pas. Et lui va lui dire, écoutez, j'ai un truc pour vous permettre de survivre. Je vais vous faire gagner de l'argent. Je vais vous dicter mes mémoires et vous ferez un livre à succès. Et c'est génial parce que c'est la question, je vais dire, c'est la question de l'inspiration qui est posée en même temps. Et c'est ça la question, c'est d'où vient l'inspiration? D'où est-ce que ça vient les idées? William James disait, les idées, c'est pas ce que nous pensons, c'est ce qui nous fait penser. C'est très joli l'idée. Je pense l'hypothèse que les idées, c'est ce qui nous fait penser que c'est peut-être pas de nous qu'elles viennent, et forcément qu'elles viennent pas de nous. Mais
mais que nous baignons dans un milieu de pensée, que les pensées, ce sont presque des êtres, quoi. Ben, l'aspiration, je pense qu'il y a un être de l'inspiration, et que le fait de le faire faire par un fantôme permet, d'une certaine manière, de donner un contenu presque concret à quelque chose qui est de l'ordre d'une très belle intuition. Voilà, je continue, j'en ai encore pour 1 heure, hein, mais arrêtez-moi. Posez-moi une autre question. Oui. Oui, merci. En fait, vous prétendez donc que les médiums puisent dans l'inspiration, mais pas forcément à une entité qui serait un ancien individu. Donc les médiums, par exemple, est-ce que vous avez Je ne étudié prétends un pas petit ça, peu hein, moi. Non. Oui. Non, mais c'est très joliment dit que l'inspiration, que ce soit un artiste ou un médium qui prétend directement communiquer avec un défunt, eh bien qu'un artiste, avec la même procédure, eh bien il va s'inspirer dans une sorte d'inspiration, d'idées qui sont dans l'air. Mais vous, dans votre parcours, est-ce que vous avez enquêté et côtoyé des médiums qui... Est-ce que vous avez fait ces enquêtes auprès de médiums qui communiquaient voilà. avec des défunts? Donc, une chose, si je dis les idées qui sont dans l'air, ça me permet de garder l'absolue neutralité et l'agnosticisme le plus radical quant à savoir d'où elles viennent. Donc, elles peuvent être aussi bien le fait de mort que de vivant. J'ai désespéré mes amis, ma mère, mon entourage, à ne jamais pouvoir répondre à la question de savoir ce que je pense de cette histoire. Et je leur ai dit, c'est pas mon métier de prendre position en faveur de... Ma mère me disait, mais est-ce que tu y crois finalement, toutes les histoires qu'on te raconte? Et je disais, mais maman, la question ne se pose pas, puisque les gens eux-mêmes ne répondraient pas qu'ils y croient ou pas, puisqu'ils sont dans l'hésitation. Et moi-même, mon métier, c'est de me situer là où il y a de l'intelligence. Et là où les gens étaient le plus brillants, étaient remarquablement dotés de réflexivité, d'intelligence, etc., c'était dans l'hésitation. Donc, je disais... Donc, je ne sais pas. Donc, les idées, elles sont là. Donc, moi, je dis simplement, les idées, elles ne sont pas à l'intérieur de nous. Et si elles y sont, c'est parce qu'on les a mises. Donc, elles ont dû bien entrer par quelque part. Par les oreilles, par exemple. Ça, c'est le premier point. Alors, je n'ai pas rencontré beaucoup de médiums. J'ai décidé de limiter mon terrain à un terrain particulier qui est le terrain, je suis allée chez les spirites. Alors, comme je suis mal équipée financièrement pour mes recherches, c'est-à-dire que je n'ai pas de subvention ni rien, ben, je suis allée au plus près. Je suis allée dans la petite ville de Liège où j'habite, où il y a des réunions 3 ou 4 fois par semaine, dont le jeudi soir et le dimanche matin, avec des clairvoyants et des gens qui viennent. Alors, on est une trentaine de personnes. Hein, Liège, c'est une petite ville. On vient, on s'assied, on est dans une salle un peu plus petite que celle-ci. On fait une prière tous ensemble, une prière, la prière des communautés spirites, la prière d'ailleurs, son nom m'échappe, malin. Enfin bref. Et puis, on a amené, si on veut, des photos à l'entrée. Et la personne qui nous accueille a mis les photos dans une enveloppe. Et les clairvoyantes, ou la clairvoyante, moi j'allais souvent quand c'était Michel, parce que je trouvais qu'elle était brillantissime, cette dame, qui avait une bonté, une générosité, en plus une drôlerie, absolument incroyable, c'était bourré d'humour, ces trucs, elle a un sens je vais dire, de transformer le banal en des choses magnifiques et des choses qui auraient pu faire peur en des choses très banales, c'est assez extraordinaire. Et elle sortait une photo, puis elle essayait de voir, tiens, qu'est-ce que j'ai comme contact, qu'est-ce que j'ai comme message. Alors, moi, la posture qui est la mienne, c'est une posture pragmatiste, c'est de se dire quelle est la bonne prise que je peux prendre pour ne pas poser la question est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, quelle est la réalité du phénomène. Puisque en tant que philosophe, je suis obligée de passer par là. Et la bonne prise, pour moi, était, à tort peut-être, mais Michel a lu mon livre et m'a dit que je ne les avais pas, j'avais pas polémiqué et je ne les ai pas insultés. Au contraire, qu'ils étaient fiers de ce que je disais à propos de... Parce que je disais, il y a de l'intelligence. Et j'ai cherché, moi, les effets thérapeutiques. Alors, c'est une façon bizarre de prendre les trucs, mais c'était la seule manière de ne pas poser la question, de me dire, tiens, mais en quoi est-ce que cette façon de faire, sans du tout préjuger du fait que le mort intervienne ou pas, sans du tout préjuger que Michel entende ou non les morts ou les sente, ça, je ne pose pas comme question, de dire simplement, qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, Michel a raison de penser que les morts aident les vivants?
qu'est-ce qui lui donne raison? Et je pouvais que lui donner raison, parce que tout ce que j'ai entendu, j'ai été psychologue, et donc j'ai un tout petit peu, j'ai pas de sens clinique très pointu, mais j'ai quand même appris quelque chose où j'apprends à reconnaître parfois ce que c'est qu'un geste thérapeutique. Alors, je ne peux pas les repérer tous, mais par exemple, un geste qui met quelqu'un dans un état d'activité, bah, c'est un geste thérapeutique. Quelqu'un qui d'une certaine manière, dit à un jeune homme dont l'ami s'est suicidé, tiens, c'est étonnant, d'abord, le clairvoyant, parce que c'est le fils de Michel, là, dit ça, c'est un suicide, ça. Oui. Il est encore dans un cocon, il n'est pas encore dégagé. Il n'y a pas longtemps que c'est arrivé. Enfin, très juste. Et là, on se dit, oh, c'est là où on se dit, tiens, là, je suis troublée. Et puis, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tiens, c'est bizarre parce que j'ai l'impression, je ressens quelque chose comme 6 mois avant sa mort, il était très heureux, ça s'est dégradé brutalement et le monde est devenu laid à ses yeux. Et je connais le jeune homme à qui on dit ça. Je le connais tellement bien que c'est mon fils, pour tout vous dire, qui m'avait accompagné. Mon fils est philosophe, c'est génétique chez nous. Et il était intéressé par cette recherche, et je lui avais dit, ben, si tu es intéressé, puis avec une photo. C'est mieux de venir en étant concerné. Pour ce genre de terrain, il ne faut pas venir en étant curieux, simplement. Il faut accepter de se mettre un peu en risque dans cette affaire-là, mais on en discute après. Et on faisait toujours ça en groupe, en plus. Donc j'allais pas seule, moi, j'allais avec 2, 3 amis, on en discutait après, c'était la condition. Et puis, il dit, c'est bizarre, donc, etc. Et de fait, c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Et le clairvoyant dit à mon fils quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, eh bien, pour le moment, il n'arrive pas à se dégager, il reste malheureux. Si vous voulez l'aider, ce que nous appelons prier, c'est vous devez penser à lui, mais vous devez penser à lui de quand il était heureux. Et ce sont ces souvenirs-là qui vont pouvoir l'aider. Je me suis dit, là, franchement, c'est chapeau. Et là, j'ai plus envie de poser la question de savoir comment c'est-il, qu'est-ce qu'il sait, etc. Tout ce que je vois, c'est qu'il a fait quelque chose, et quelque chose dont j'ai vu les effets. D'autant plus qu'il s'agissait de quelqu'un avec qui je vivais. Donc, j'ai pu voir les effets. Donc, voilà un petit peu les relations que j'ai eues. Alors, par contre, j'ai lu Christine Berger, le merveilleux travail de Christine Berger, qui s'appelle La Voix des esprits, publié chez Métayer, qui est un livre qui pour moi, est une exemplaire par rapport... Elle est allée à Lyon, alors les séances de clairvoyance sont très différentes de ce que c'est à Liège. Liège, petite communauté, tout le monde se connaît, etc. etc. Et puis, c'est un truc assez... Lyon, c'est des gros trucs avec plein de gens, et puis des clairvoyants très célèbres qui viennent dire des choses et troubler, en effet. C'est trouble à l'ordre public, ça, mais c'est l'ordre de la rationalité publique, c'est assez intéressant. Et elle, Christine Berger, a adopté toutes ces situations avec je trouve, une belle façon de le formuler. Elle le dit dans une note de bas de page. Elle a abordé ces situations avec la question « pourquoi pas ?», qui est aussi une belle question d'agnostic. De ne pas donc postuler a priori à propos de la réalité des phénomènes qu'on va étudier. C'est la posture d'Elisabeth Claverie quand elle suit les pèlerins dans les guerres de la Vierge, ou bien vous trouvez des très beaux articles d'elle dans la revue Terrain qui est disponible en ligne. Donc Elisabeth Claverie, elle dit ne pas présupposer la réalité des phénomènes dont nos acteurs parlent, voir comment eux-mêmes distribuent cette réalité, parce qu'on voit que c'est beaucoup plus intelligent que simplement cette opposition entre rationnel et irrationnel. Est-ce qu'il y a une dernière question ou prise de parole? Non? Bon, Oui. Oui, ah pardon. Est-ce qu'on ne peut pas avoir ce même type de raisonnement par rapport à la foi, aux religions? Bon, le côté fantôme, voyant, tout ça, c'est un peu à part. Mais ce qui est pas bien... En fait, c'est pas cultivé. Ça fait Voilà. déjà une très grosse différence. Oui. Vous savez, les gens, ils sont les gens qui adhèrent à une religion, qui font partie, je vais dire, même s'ils se sentent disqualifiés par les laïcs, etc., ils ont quand même toute une communauté avec eux, avec lesquels ils peuvent échanger et cultiver les choses, etc. Et ça change tout. Moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce que les gens me racontaient, c'est qu'ils n'osaient pas en parler. Généralement, ils n'osaient pas en parler parce qu'ils disent on va croire qu'on est fou, qu'on se moque. Voilà. Je n'ai peut-être pas été assez précis dans ma question. Quand je parle des religions, c'est davantage par rapport aux phénomènes supranaturels ou surnaturels qui sont souvent relatés dans les religions et qui construisent toutes ces idées, quoi.
alors, je ne ferai pas de comparaison parce que tout dépend quel type de religion, quel type de, etc. Mais par contre, ponctuellement, j'ai remarqué qu'il y avait des complicités entre ce que je découvrais et, par exemple, ce que Elisabeth Claverie observait dans le pèlerinage de la Vierge à Medjugorje. Elle a suivi donc des pèlerins. Et notamment, c'est cette même. J'ai été très étonnée de voir cette même hésitation par rapport à ce qu'ils vivent. Par exemple, ils disent ils vont passer dans le même souffle de la phrase ah ben non, on n'est pas là, cette apparition, etc. C'est pas possible. Et puis, mais si je la sens, elle est là, c'est tout à fait possible. Et donc cette hésitation constante. Et donc je pense que cette contradiction est maintenue parce que c'est extrêmement. C'est ça l'expérience. C'est une expérience d'hésitation. Et je l'ai rencontrée à de multiples endroits, cette expérience où les gens peuvent, que ce soit avec des comme si, parce que le comme si, c'est comme s'il voulait me faire un cadeau, disait par exemple, écrivait par exemple Nanou quand elle dit qu'elle achète un billet de tombola à l'anniversaire de la mort de son mari, après s'être acheté une paire de boucles d'oreilles beaucoup trop chères qu'elle regrette, et puis elle achète un billet de tombola alors qu'elle est en voyage dans un lieu où elle est allée avec son mari à la même date, donc c'est trop de coïncidences. Et la tombola, le billet de loterie est le même prix des boucles d'oreilles. Et puis elle dit, c'est comme s'il voulait me faire un cadeau. Ben, le comme si est parfait pour ce genre de choses. Elle ne dit pas que c'est pas, et elle ne dit pas que c'est. André, par exemple, une des jeunes femmes qui a interviewé une de mes doctorantes, Laura Perrichon, qui dit que à la mort de son père, il y a un verre qui a explosé dans la main aux funérailles, dans les mains d'un de ses oncles. Et 2 ans après, à la mort de sa mère, un même verre explose. Et alors elle dit, ben, ça c'est un coup de papa. C'est comme s'il avait voulu mettre quelque chose de léger, il veut mettre de la légèreté dans quelque chose qui est toujours difficile. C'est comme si. C'est très très joli. Et donc les gens racontent, ils mettent plein de nuances. Cette même André raconte quelque chose de très joli. C'est même très drôle, enfin, c'est très douloureux, mais elle-même en rit, quoi. Elle raconte que donc son père meurt et puis 2 ans après, sa mère est dans une maison de repos et elle va très mal et elle souffre terriblement. Et un soir, André s'adresse à son père mort et dit « Ça suffit comme ça. Je ne veux plus la voir souffrir. Maintenant, tu viens la chercher et tu l'embarques. » Et elle dit, elle va dormir à 2 heures du matin à la maison de repos au téléphone et lui annonce que sa mère est morte. Et elle dit comme ça, moi aussi, texto. Ah ben ça alors, si je m'y attendais, je lui ai dit, et hop là, il le fait. Et puis à ce moment-là, elle dit ça, et elle le dit en souriant. Et puis elle dit, mais c'est peut-être, on dit aussi, que parfois le lien de la mère à la fille et le fait que je l'ai autorisée à mourir. Et elle passe à une autre hypothèse, et c'est génial. D'un coup, je l'ai demandé à mon père et mon père le fait, et puis en fait, et sans dire, mais non, c'est pas ça, elle dit, mais peut-être que moi-même, en demandant à mon père, j'autorise ma mère à mourir, et le lien que nous avons entre nous peut faire que j'ai libéré ma mère du devoir de vivre, etc. Et c'est fabuleux, vous imaginez la complexité de ces histoires. Et donc, c'est ça que je cherche. Alors, est-ce qu'un discours religieux peut autoriser la complexité de ces histoires? Certainement pour certaines personnes que oui. En tout cas, les pèlerins étudiés par Elisabeth Claverie, certainement. Et donc, il faut voir, je sais pas, au cas par cas. Albert Piette, décrivant son rapport avec son père mort dans le cadre religieux, parce que lui, c'est à l'église qu'il va aller chercher, et puis il va faire un rapport, il va étudier le religieux, il va faire une très belle sociologie du religieux, comme un rapport aussi de ce type-là d'hésitation, d'intimité, de conditions de félicité, des choses comme ça. Ben, Albert Piette vous dirait des choses, je pense, très semblables à celles que je suis en train de tenir. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole? Sinon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces belles histoires. Merci.